Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y en a un ou deux qui peut me donner le feedback comme quoi vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, on vous entend. Impeccable. Donc, aujourd'hui, on va faire la partie 2 du TD diélectrique que vous avez dû commencer la semaine dernière avec Monsieur Beaufy, je pense, ou Monsieur Laurency. Donc, la semaine dernière, vous étiez avec des... Comment ça s'appelle? Des condensateurs plans, je crois. Ah non, des condensateurs bobinés, comme ça. Et donc là, on va faire sur des câbles. Donc bon, ça tombe pas forcément au bon moment parce que vous avez dû tous faire le TP sur les diélectriques. Mais ça va être l'occasion de voir est-ce qu'il y a certaines choses que vous aviez pas bien compris et peut-être poser des questions sur... Bon, poser des questions quoi. Donc, on a... Alors que je retrouve mon sujet. Là. On a un câble de distribution d'énergie monophasé de 12 kV à 50 Hz, ce qui va faire une longueur de 10 km. Ce câble, comme le câble que vous avez vu en TP, il est composé de différents éléments. Au centre, on va avoir... Est-ce qu'on peut montrer une main ou pas? Au centre, on va avoir le conducteur, lame en aluminium, dont le diamètre fait 8 mm. Juste autour, on va avoir un écran semi-conducteur, dont le diamètre fait 10 mm. Et on va avoir après un isolant, un autre semi-conducteur et différentes couches de protection. Donc on nous rappelle la tension à la fréquence nominale, on nous donne le courant nominal qui vaut 200 ampères, et on a un câble, donc 10 km, donc on nous rappelle comment est-ce qu'il est composé. Donc le câble, il est composé de brins torsadés pour des raisons mécaniques. Autour du câble, on a du semi-conducteur qui a pour but de limiter les effets de pointe qu'on va avoir avec les brins. Donc on nous dit que la résistivité de cette couche, elle est telle que lorsque le câble est sous tension, le potentiel de la couche est quasiment le même que celui de l'âme, et que le courant qui la parcourt est négligeable par rapport au courant qui parcourt l'âme du câble en aluminium. Donc après cette couche de semi-conducteur de 1 mm d'épaisseur, on a un matériau isolant et une autre couche de semi-conducteur qui va être entourée d'une feuille de cuivre qu'on va mettre à la masse. Et le câble après il est protégé par une gaine extérieure en polyéthylène. Donc on nous dit que notre câble, sa résistivité à 20 degrés Celsius est de 269 micro-ohms centimètres, et que le coefficient de variation de la résistivité avec la température est de 4,03 10-3 Kelvin-1. On nous dit que on va étudier comment ça s'appelle, le câble avec différents matériaux d'isolants, donc du polyéthylène et du PVC. Donc on nous donne les conditions, les paramètres de permittivité et de facteur de perte pour deux fréquences à des températures de 70 degrés. On nous rappelle le coefficient de variation, la valeur de la permittivité du vide epsilon 0. Et on nous dit que, dans un premier temps, l'isolant du câble c'est du polyéthylène, donc les valeurs vont être celles-ci, et que le câble va être à tension et à fréquence nominale, et que la température de l'âme, elle est de 70 degrés Celsius. Première question, on nous demande quelle est la résistance de l'âme du câble à 70 degrés. Monsieur, Alors, désolé, mais c'est normal qu'on n'a pas fait la partie 1 de ce TD? il n'y en a aucun de vous qui l'a fait? Ben, en fait, la semaine dernière, nous, on a fait un autre sujet. On n'a pas fait ça. Ah merde! Parce que moi, cette semaine, c'est ce que j'ai fait lundi avec les autres groupes. Vendredi dernier, vous avez pas eu TD? Si, Oui, avec Monsieur Laurency, il nous a fait les pertes magnétiques. Ouais. Mais il s'est planté, lui, à tous les coups.
Mais je crois qu'on a perdu une séance, du coup on a une séance de moins en fait. Ah. Euh, Alors, ce que je peux vous faire, alors ça va être un peu plus freestyle parce que du coup, je l'ai pas préparé bien. J'ai le corrigé, mais je l'ai pas préparé. J'ai le groupe de lundi, je leur ai mis le replay en gros du Zoom de cet exercice-là, je leur ai mis en disponible sur Moodle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on considère que celui-là, vous allez le consulter sur Moodle. Éventuellement, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail. Et celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est la partie 1, si vous voulez. Ok, ouais. Si tout le monde est d'accord, on peut faire ça. Ouais, c'est bon. Allez. Donc, tout le sujet que j'ai dit, on oublie tout. Donc cette fois, on travaille avec un condensateur dont la capacité vaut 1 microfarad. Donc le diélectrique qu'on va utiliser, c'est un film de polypropylène métallisé d'une épaisseur de 10 micromètres et d'une largeur de 5 centimètres. Polypropylène, donc c'est un matériau polymère, c'est un plastique, dont la constante diélectrique epsilon r, elle vaut 2,2. Le facteur de perte à 50 Hz, tangente delta, il vaut 2 fois 10 puissance moins 4. La masse volumique du polypropylène, c'est 930 kg par mètre cube. Et la rigidité électrique de ce matériau est de 50 kV par millimètre. Donc on rappelle encore une fois la permittivité du vide 8,85 10-12. Et on nous demande la surface nécessaire de film S pour avoir notre condensateur qui va faire 1 microfarad avec les conditions qu'on nous a données ici. Alors, que je retrouve mon stylo, il est où? Là. Donc on nous demande, c'est la question 1.mercredi 1.1. Donc on nous demande la valeur de S. Comment est-ce que je peux calculer la valeur de S avec les conditions, avec les paramètres que j'ai? Quelle relation je peux utiliser pour connaître S? Là, il va falloir qu'il y en ait qui répondent un petit peu, hein. On a C égale epsilon 0 fois epsilon R fois S sur E. Ouais. Donc on va utiliser ça. Alors. Donc ça va nous donner du S égale C fois E sur epsilon 0, epsilon R. Donc C, on nous a dit que ça faisait 10 puissance moins 6 farad. E, l'épaisseur, on nous a dit 10 micromètres. Epsilon 0, 8,85 fois 10 puissance moins 12. Et epsilon R, on a 2,2. Donc, on va même le mettre en rouge. Ce sera mieux. Hop. Donc là, le 10 moins 12, il s'annule avec les 10 moins 6. Et il nous reste du 10 sur 8,85 fois 2,2. Et ça, je vous laisse faire le calcul, ça vous fera travailler un petit peu. Donc moi, je vérifie si j'ai pas fait une connerie. Hop. C'est bon. Dès qu'il y en a un qui a la réponse. Ça fait 0,56. Ah bon? Moi, j'ai Alors. 0,51. Oui, moi aussi. Moi, j'ai trouvé 0,51 aussi. Ah bon, ben. Bon, je crois que la majorité a décidé que c'était 0,51. Quelle unité? Mètre carré. Mètre carré. Ok. Ça, donc après on nous demande la longueur de film nécessaire.
sachant qu'on nous a déjà donné, en gros, on a S qui va être égal à grand L fois petit l, et on nous a déjà donné petit l. Petit l qui vaut 5 cm. Donc 5 fois 10 moins 2 mètres. Donc là, c'est facile. L égale S sur petit l. Donc on a 0,51 sur 5 fois 10 moins 2. « 10,2 mètres. Comment? 10,2 mètres G, moi. Oui, moi aussi. 10,2 mètres. Ok. Bon pour tout le monde, ça? Pas de C'est questions bon. là-dessus? Là, c'est juste une question de... Comment ça s'appelle? Ouais, c'est de la géométrie classique. Hein. Hop. Alors, question- je peux effacer le tableau ou pas? Oui. Oui. Hop. Donc, question 1.3. On nous demande de donner l'expression complexe de la permittivité relative du diélectrique. Alors, est-ce que vous avez vu ça en cours? Une expression complexe qui va être epsilonnaire, qu'on va appeler étoile. Donc, Oui, il me semble, on l'a vu. alors, il est fonction d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Et la partie réelle, on va l'appeler prime. La partie imaginaire, on va l'appeler seconde. Et alors, est-ce qu'il y en a qui trouvent dans le cours quelque chose? Ben, c'est epsilon R prime moins J epsilon R seconde. Ouais. Et on a une considération, en règle générale, la partie imaginaire est très faible devant la partie réelle. Et donc, quand on vous parle du epsilonnaire, en général, c'est la partie réelle qu'on considère. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose dans cette question? Non, juste donner l'expression complexe. Bon bah voilà. Est-ce qu'il voulait qu'on calcule quelque chose là-dedans? Ah si, parce qu'il veut les valeurs. Donc ça, on a epsilonnaire qui vaut environ epsilonnaire prime, et ça vaut 2,2. Ensuite, faut calculer du coup epsilonnaire seconde. Donc là, faut trouver par rapport à ce qui nous est donné dans le texte, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est le facteur de perte, tangente delta. Comment j'ai fait un delta? Moi, j'ai fait un G. Ce tangente delta, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, on fait la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Exactement. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire epsilonnaire seconde qui est égal à tangente delta fois epsilonnaire prime. Et tangente delta, on nous a donné dans le texte qui valait 2 fois 10 puissance moins 4. Donc on a 2 fois 10 puissance moins 4 fois 2,2. Ça nous fait 4,4 fois 10 puissance moins 4. Et donc, notre expression complexe, ça fait 2,2 moins J, 4,4 fois 10 puissance moins 4. Ok? Donc là, pareil, enfin, en gros, on applique les relations qui ont été vues en cours.
Et on essaie de compléter, de faire les calculs avec les données qu'on nous a fournies dans le sujet. Je peux effacer? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, Allez. Donc, question suivante. On nous demande de calculer les éléments du schéma équivalent parallèle du condensateur à 50 Hz. Donc, le schéma équivalent, vous avez peut-être pu le voir en TP, je me souviens plus. Donc, on va avoir une résistance et une capacité en parallèle. Donc, la capacité qu'on va appeler CP, la résistance qu'on va appeler RP. Parce que je sais pas si on va pas le faire en série aussi à la fin. Et donc on nous demande de calculer les éléments de ce schéma équivalent. Voilà. Donc la capacité, qu'est-ce qu'elle va être? Une capacité CP. Bah là, c'est tout simple, ça va être la capacité qu'on nous demande. Donc en gros, ça va être le condensateur sans ses pertes. Donc c'est égal à C, égal à 1 microfarad. Et la partie RP, c'est celle qui va représenter les pertes diélectriques, donc de notre facteur de perte, si vous voulez. Et donc, pour ça, on va utiliser... Alors, est-ce qu'il y en a un qui se souvient, ou qui regarde dans son cours, une relation qui lie la résistance parallèle avec le facteur de perte? C'est pas égal à 1 sur RC oméga. Je t'entends très mal. Non, du coup, je disais que tangente delta, c'est égal à 1 sur RC oméga, non? 1 sur RC oméga. Ouais. Donc là, ce qu'on va mettre, bah, du coup, on va remplacer les R et C par nos capacités et résistances en parallèle. Et de ça, on va extraire RP, qui est égal à 1 sur tangente delta fois CP fois, et puis là, on va mettre 2 pi F, hein, fois 2 pi F. Et donc, pendant que j'écris le calcul en numérique, je vous laisse faire le calcul à la calculette. Fois CP 10-6 fois 100 pi. Donc ça fait 1 sur pi. Là, ça fait 10 moins 8. Si je me plante pas, ça doit être environ ça. Du coup, j'ai 15,9 mégaohms. Ouais. Non, 15,9 mégaohms. C'est bon pour tout le monde? La façon dont on a fait? Oui, c'est bon. Ok. Donc question 1.5, elle découle directement de ce qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'on nous demande de calculer la puissance active dissipée par le condensateur lorsqu'on l'alimente en 230 volts à 50 Hz. Donc, on va avoir U égale 230 volts. Comment est-ce qu'ils ont fait leur truc? Ouais, comme ça. Et la puissance dissipée, du coup, elle va être égale à quoi? V carré sur R. Voilà. U carré sur R, P, ce qui va nous faire 230 au carré
sur 15,9 fois 10 puissance 6. Ce qui fait environ J'ai 3,3 milliwatts. ouais. Alors, est-ce que ce résultat, il vous dérange? Il vous choque ou pas? Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de pertes dans une Voilà. résistance. La résistance, elle est énorme. Donc, on a très très peu de courant qui y passe. Et bah, un condensateur, le but, c'est pas qu'il dissipe de l'énergie active. Ça me fait chier, ce truc-là. Tant pis. Ok, donc question suivante. Ah ouais, c'était ça. On nous demande s'il est possible de modéliser le composant fonctionnant à 230 volts 50 Hz par un schéma, cette fois-ci série. Le sujet. Si c'est possible, calculer les valeurs des éléments de ce schéma. Donc déjà, si on vous dit si c'est possible, en règle générale, c'est que c'est possible. Puis un schéma parallèle, c'est toujours possible de le remplacer par un schéma série. Est-ce que ça, c'est la suite de la question ou... Oula, lui, il va être chevelu, ce truc-là. Hop. Je regarde 2 secondes ma correction parce que... ok, donc ça, la partie, c'est après. Donc là, on s'arrête pour le moment à la modélisation série. Tout ce qui est en dessous, c'est pour la question d'après, pour éviter qu'on ait un condensateur qui fasse 10 mètres de long. Hop là. Donc du coup, on efface ça. Merde. Hop. Donc notre schéma parallèle, on va le remplacer par un schéma série avec CS et RS. La question 1.6. Donc déjà, on nous a dit de modéliser le composant. Alors attends. Que je réfléchisse 2 secondes. Quand il nous dit le composant à 230 volts, c'est toute la branche série à 230 volts ou c'est juste le condensateur? C'est toute la branche. Donc on nous dit qu'en gros tout ça c'est égal à U. Pour qu'on ait l'équivalence du coup entre nos 2 circuits, faut que les puissances consommées par les 2 circuits soient les mêmes, donc puissance active et puissance réactive, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour calculer nos composants équivalents. Donc, premier truc, on va partir sur la puissance active. Donc la puissance PP, c'est celle que j'avais en parallèle tout à l'heure, elle est égale à la puissance en série. On avait dit que c'était U carré sur RP. Et donc là, comment je fais ma mayonnaise? Tac, parce que on est comme ça. Si on a un qui a des suggestions, le temps que je comprenne ma correction, ça me va bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Toute la puissance elle est là.
Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tac, tac, tac. Encore une fois, si vous avez des suggestions, je suis ouvert à tout. Hein. Parce que là, je comprends pas comment il a fait son truc. Est-ce que c'est fait avec ça? Il est écrit puissance active plus puissance réactive. Ouais, mais ouais, la puissance réactive, on a la même chose si tu veux. Oui, parce que ça fait V carré sur RS, et après ça fait V carré sur 1 sur oméga RS. Comme ça. Pour le puissance active ou réactive, tu veux me dire? La puissance active, c'est juste V carré sur RS. Et après, la puissance réactive, du coup, c'est V carré sur 1 sur oméga carré CS carré. Ouais, c'est le oméga CP V carré égale oméga CS V carré. Enfin, U. Pardon. Ça, c'est ce qui me semblerait. Mais comme il me l'a pas écrit comme ça, je suis en train d'essayer de comprendre ce qu'il a fait sur son corrigé, là. Parce que... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je suis désolé qu'il faille... J'ai besoin d'un peu de réflexion, là. Parce que, du coup, celui-là, je l'ai pas du tout préparé. Oui, mais non. C'est pas VK, c'est pas U carré sur RS. Ça, c'est pas bon. Parce que du coup, si tu regardes, on va mettre en rouge. Et ça, on va effacer aussi. Hop. Ici, hop. Là, là tu as une tension UR. Et là, tu as une tension UC. Donc, faut décomposer. Donc là, ce qu'on a, c'est en tension. Du coup, ça va être UR carré sur RS. Et ici, on va avoir du oméga CS UC carré. Ça. Alors, comment est-ce qu'on fait après? Du coup, comme on a un composant en série, il va falloir qu'on calcule notre courant. Pour pouvoir après calculer les tensions. Tac, tac, tac. Le courant, ça va être le même dans les deux cas, à mon avis. Alors, P, c'est égal à U carré sur R. Et c'est égal aussi à UI. Attends, non, on va pas écrire ça comme ça, on va écrire U égale RI, ce sera encore plus simple. Hein. U est égal à RP. Ah, quoique, attends, je dis de la merde, moi.
Tac, tac, tac. Est-ce que ça va être ça? Si on fait le calcul avec le courant équivalent, je vais avoir le courant qui traversait ma résistance tout à l'heure. Je vais pouvoir calculer avec du RI carré. Si on calcule avec RI carré, on est d'accord qu'on devrait avoir la même puissance que tout à l'heure ou pas? Bah, logiquement, oui. Donc là, on va avoir du IP qui valait U sur RP, qui valait 230 sur 15, merde. 6. Hop. Alors, est-ce qu'il est ma calculette? Non. Ça fait 14,4 micro-ampères. 14,4 micro-ampères. Si je fais ça, si je considère que du coup le courant qui traverse là, est-ce que le courant qui va traverser mon circuit ici, en série et en parallèle, ça va être le même? Le circuit équivalent, ça c'est égal à ça. Avec CP, avec RP, avec U. Donc là, on a calculé celui-là en fait, IRP. Là on a I. Et il faudrait calculer ICP. Comment est-ce qu'il a fait? Parce que en gros, je vais vous donner la façon dont je l'ai dans le corrigé. Moi, je la comprends pas d'instinct comme ça. Il y en a peut-être qui sont plus électrotechniciens que moi qui vont comprendre. En gros, ce que j'ai, c'est puissance en parallèle égale à puissance en série. Ce qui nous fait un U carré sur RP. Ce qu'on avait tout à l'heure. Qui est égal à la résistance série fois U carré, et je pense qu'il a fait un pont diviseur de tension pour avoir la tension qui va bien. Ou une impédance équivalente. Ouais, je pense qu'il a fait avec les impédances équivalentes, mais du coup, comme il manque une étape, ça, je l'écris là. Je vais continuer avec ça. Et les étapes supplémentaires, je les enverrai par mail. Je vous les mettrai sur Moodle, tiens, ce sera plus simple. Parce que là, effectivement, ça passe un peu vite, je trouve. Donc on a la même chose avec les puissances réactives. Oméga CP U carré qui est égal à 1 sur oméga CS U carré sur RS carré plus 1 oméga carré S au carré. Donc notez bien ces deux relations-là. Parce que, en gros, merde, il m'a fait un rectangle, il m'a rayé mon truc.
En gros, on va utiliser ces deux équations. On a deux équations, on a deux inconnus. Donc nos inconnus qui sont RS et CS. Et en gros, on va jouer mathématiquement pour isoler chacune de nos inconnus. Pour exprimer RS en fonction de uniquement de choses qu'on connaît et CS uniquement en fonction de choses que l'on connaît. Alors, est-ce que je peux effacer cette partie ou pas encore? Oui, oui, enfin, de toute façon, c'est dans le corrigé. Hop. D'ailleurs, les corriger sur... Il y en a qui sont allés sur Moodle un peu pour voir ce qu'il y avait de disponible. Il y a une vidéo et le corrigé en PDF. D'accord. Parce que je sais pas s'il avait pas laissé les trucs de l'an dernier en fait. Donc il dit en divisant 1 par 2. Merde, j'aurais pas dû tout effacer comme un con. On va les écrire dans un coin, ces deux équations. On va les réécrire là. Donc on nous a dit U carré sur RP est égal à RS U carré sur RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Donc chose qu'on peut faire, les U carré ça dégage. Pour écrire RS RP est égal à RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. On fait la même chose avec... Bah non, on fait pas la même chose avec QS, c'est pas la peine. Si. Donc, oméga CP U carré est égal à 1 sur oméga CS U carré sur RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Et là donc on peut enlever cette partie là. On va avoir du oméga carré CP CS. Ouais. Qui est égal à 1 sur RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Ça, alors est-ce que il n'y a pas moyen de le simplifier un peu celui-là quand même? Si je mets ça. Alors, comment est-ce qu'il tire ça? De ça, on tire ça. Et après, donc oméga CS, comment est-ce qu'il me le fait lui? Alors, il m'écrit. Je l'écris en même temps que je le lis. Hein. Je suis pas sûr de tout comprendre tout ce que je fais. Non, ça c'est pas bon ça. C'est trop long. Oh, ça me gonfle ça. Donc en divisant ça par ça, j'obtiens ça. Donc on me dit, si ça j'appelle équation 1, ça équation 2. Si je fais 1 sur 2, je vais avoir 1 sur 2, ça fait 1 sur RP
sur oméga, je sais plus écrire, qui est donc égal RS divisé par RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré sur 1 sur oméga CS divisé aussi du coup RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Ces deux parties-là, je peux simplifier. Et j'ai donc du 1 sur oméga CP RP qui est égal à RS. Oula, en termes de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, c'est ça. RS oméga CS. Donc on tire, c'est c'est laquelle? On va récupérer, merde, cette relation-là, cette relation-là. Donc ça, c'est les deux qui vont nous intéresser pour la suite. Je vous le dis tout de suite, c'est chevelu le truc, hein. Donc ça, on les récupère. Donc ça, c'est ça et ça, c'est ça. Donc de celui-là, on va récupérer ça. Donc à partir de celui-là, on écrit oméga CS qui est égal à 1 sur oméga CP RP RS. Et en remplaçant donc cette expression-là qui correspond à oméga CS, c'est dans lequel là-dedans on va pouvoir enlever CS. Est-ce que je peux effacer? Pour moi, c'est bon. Donc en remplaçant ça là-dedans, on va avoir du RS qui est égal à RP sur... Bon, il y a une étape de simplification qui a été sautée. Oméga carré RP carré CP carré. Que je vérifie, ça je le remets dans ça. Donc j'ai ça au carré. Je vais l'écrire vite fait sur un brouillon parce que là. Donc le résultat c'est oméga CS. On le met là-dedans, donc on a RP. Plus, du coup, directement ça au carré. Donc ça fait oméga carré.
On a du RP est égal à RS plus oméga carré. RS. Ouais, c'est ça. Donc la simplification, du coup, j'ai détaillé un petit peu plus là que je l'ai noté. Donc le résultat final, c'est bien ça. Donc on a oméga CS est égal à 1 sur oméga RP CP RS. Donc on remplace dans l'autre équation. Et ce qui va nous faire du RP RS est égal à RS au carré plus oméga carré RP carré CP carré RS carré. Celui-là on l'enlève, les carrés on peut les enlever. On va isoler RS de chaque côté. Donc on va avoir RP qui est égal à RS facteur de 1 plus oméga carré RP carré CP carré. Et on retrouve bien notre expression de RS est égal à RP sur 1 plus oméga carré RP carré CP carré. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce qu'il y en a un qui peut me faire ou qui l'a peut-être déjà fait, le calcul numérique? On a 0,637 ohms. Ok. 637 ohms. Ok, donc celui-là, ce résultat-là, on va pouvoir l'injecter dans la relation qu'on avait tout à l'heure qui nous liait CS et RS. Hop, on va le mettre là. Alors 2 secondes. Ouais. Notre truc c'était 1 sur oméga RP CP qui était égal à oméga CS RS. Donc ce coup-ci on va mettre CS tout seul qui va être égal à 1 sur oméga carré RP CP RS. Si je dis pas de conneries. Ça nous fait combien ça? Deux fois. 9, 6. Ça fois CP 1E. J'ai un micro. Un micro? Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre qu'à ça? Oui, Bon, là. oui, moi aussi j'ai Ouais. trouvé ça. Donc on a un microfarad, ce qui fait qu'on est à peu près, à peu de choses près, égal à CP égal à C. Ok, bon, faudra que je reprenne un petit peu le début du calcul, je le note. Et ça, il va falloir que je le sorte un petit peu là. Je vous mettrai juste un corrigé écrit avec les étapes de calcul. Hein, pour la première partie. Ok.
Donc en conclusion, ce qu'on remarque... Et, tu me l'effaces ou pas? Voilà. C'est qu'on a une capacité en série qui est à peu près la même que celle en parallèle. Par contre, notre résistance série, elle est très inférieure à notre résistance parallèle. C'est la façon dont il faut dimensionner en gros les circuits équivalents quand on passe de série à parallèle pour que les pertes soient correctement évaluées. Ok, donc là après, on modifie un petit peu notre truc. Donc comme on a vu tout à l'heure, on avait un grand L qui faisait 10 mètres et des brouettes. Et bon, un condensateur qui fait 10 mètres de long sur 5 cm de large, c'est pas forcément très intéressant. Ça prend beaucoup trop de place, donc du coup, pour réduire l'encombrement, on va l'enrouler. Bon, on va faire comme une pellicule. Alors, donc voilà. Voilà comment on va l'enrouler. Donc on nous dit, il va être enroulé, divisé en deux longueurs égales sur un mandrin plein, dont le diamètre fait 10 mm. Et on va avoir un condensateur cylindrique. Composé de plusieurs couches. Ah. Donc voilà, on va avoir plusieurs couches parce que notre truc il est enroulé. Voilà. On voit les différentes couches. On nous dit que du coup on va avoir une métallisation de 20 nanomètres pour assurer le meilleur contact possible entre avec l'isolant. Donc cette métallisation elle va être en aluminium. Donc la métallisation, vous avez pu le voir son effet pendant le TP, je pense. Vous avez pu voir que le fait d'avoir la métallisation, ça vous permettait d'avoir des valeurs qui étaient un peu plus proches de la documentation que vous aviez. Donc on nous donne la résistivité de l'aluminium. Les connexions électriques avec le circuit extérieur sont faites au niveau des côtés du condensateur. Donc, ici. Deux secondes, je reviens. Hop. Désolé. Tac, tac, tac. Donc j'en étais où? J'en étais là. Le parcours du courant dans la couche diélectrique est montré par les flèches sur la figure 3. Donc on va aller de la métallisation dans les côtés. Ça va rejoindre, enfin, sur les côtés du condensateur. Ça va traverser la métallisation qu'on a entre les couches d'isolant, traverser l'isolant et rejoindre les autres couches qui sont connectées de l'autre côté. Donc on a on est alterné entre les métallisations, celles qui vont être connectées d'un potentiel à l'autre.
Ça va nous permettre du coup de faire le passage du courant d'une électrode à l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La largeur utile du film du propylène est LU. Dans la suite de l'exercice, on considérera que les dimensions MI et D sont très faibles devant LU, et par conséquent, on prendra LU est égal à H est égal à L est égal à 5 cm. Donc la largeur du film qu'on avait au début du calcul. Hop. Donc le condensateur, voilà la forme qu'il a. Donc on nous demande, donc en négligeant l'épaisseur de métallisation, est-ce qu'on nous donne voilà, quel est le diamètre D du condensateur ainsi réalisé? Donc on va considérer que, on vient là, on va avoir notre condensateur, qui va être comme ça, avec les couches successives de diélectrique tout autour. Donc on va pas considérer comment ça s'appelle, la métallisation. Et si on enroule le film tout du long, quel va être le diamètre de notre condensateur, sachant que on avait notre longueur tout à l'heure de 10 mètres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces relations? Donc question 1.7. Le volume, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le volume du condensateur, il va être égal, dans les deux cas, à ce qu'on avait tout à l'heure et ce qu'on a maintenant. Donc tout à l'heure, on avait une surface fois E, et maintenant, qui était égal à ça. Et là, on va, là c'est de la formule géométrique, hein. Faut pas chercher de midi à 14h. Le volume de notre cylindre enroulé, il vaut, alors, sachant que H il est égal à petit l, on nous a dit, plus 2D. Alors le D c'est quoi? Le D ça va être, hop, que je vous le remette là. Le D c'est la marge qu'on a de chaque côté, donc qui prend une partie du film diélectrique, et H donc c'est la largeur du film. Plus 2D, donc le H plus 2D, du coup, hop, ça fait toute la longueur de là jusque là, en gros. De là jusque là. Hop. Ça, facteur de pi fois d carré sur mercredi. Pi fois d carré sur 4. Puis, qu'est-ce que c'est que ce DM là? Ah, le diamètre du mandrin. Sur 4. Merde. Alors, est-ce qu'on nous montre, on nous donne le diamètre du mandrin? Le diamètre du mandrin, il fait 10 mm. Ça, hop, et donc, on va extraire notre, ça. Donc, si on tient compte que le petit d, donc qui est ici, il est très faible devant la largeur H. Et H est comparable à la largeur de notre film qu'on avait tout à l'heure. Donc on peut faire
ici, on peut dire que ça, c'est environ égal à L. Et donc, va falloir qu'on extrait de notre calcul le D. Donc, ça va faire du vol sur L qui est égal à pi d carré sur 4 moins pi dm carré sur 4. Les pi et les 4, on va les mettre de l'autre côté. Donc on va avoir du d carré moins dm carré qui est égal à 4 vol sur pi fois L. Et donc on va avoir du D qui est égal à 4 volume sur pi fois L plus dm au carré et tout ça à la racine carrée. Sachant que le volume, c'est la relation qu'on avait là. Et donc on va pouvoir simplifier encore un petit peu. 4 grand L fois E sur pi plus dm carré. Et ça à la racine carrée. Et donc si on fait le calcul, on obtient un diamètre total de 15 mm. Donc ça, en comptant le mandrin qu'on va avoir au milieu. Ça, alors... Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ce calcul-là? Donc là, la relation qui est ici, en gros, ça, c'est la hauteur, donc c'est des cylindres, hein. Donc on a la hauteur le diamètre extérieur du cylindre qui va être entre, donc le mandrin, on va le mettre là. Hop, donc ça c'est le mandrin. On va avoir le diamètre du mandrin ici, on va avoir le diamètre du diélectrique. Donc on va faire, en gros ça va être 2 cylindres. Et le volume qu'on fait, c'est le volume de l'un moins l'autre, pour avoir uniquement le volume du diélectrique et pour avoir le diamètre du diélectrique. Ça, question suivante. Monsieur, excusez-moi. Oui. Ouais. Vous n'avez pas oublié un petit L dans la relation du volume, là, quand vous avez remplacé? Un petit quoi? Un petit L. Alors. Non, mais il se supprime en fait. Voilà. En fait, il y en avait un qui était là et un qui était là. Ah, ok, merci. Donc le petit L, je l'ai enlevé de là à là. Ok. Donc question suivante, on me demande quelle est la masse de ce condensateur. Alors, hop, on efface. 1,8. Donc la masse du condensateur, ça va être la masse du mandrin plus la masse du polyéthylène, du diélectrique. Donc la masse du diélectrique, on a de la chance, on avait la masse volumique du diélectrique et on connaît son volume. Donc la masse volumique c'était 930, merde, fois son volume qui vaut 10,4 fois 5, 10 moins 2 fois, et c'était combien l'épaisseur? 10 puissance moins 5. Ça nous fait donc une masse de 930 fois
6,4 fois 5. Hop. Entre fois 1,7. Ça nous fait du 4,8 fois 10 puissance moins 3 kg, qui fait 4,8 grammes. Ok? Ensuite, on a la masse du mandrin. Le mandrin, est-ce qu'on nous dit dans quel matériau il est fait ou pas? Un mandrin. On ne nous le donne pas. Pour me corriger, on me met que c'est du polyéthylène, donc le mandrin il est en polyéthylène aussi. Donc on va faire toujours avec la même masse volumique, donc fois le volume du mandrin. Donc ça fait ρ fois pi dm carré sur 4 fois L. Et donc ça va nous faire du 930 fois pi fois 10 moins 3 carré sur 4 fois L, c'était 5 cm je crois. Et ça nous fait du 3,7 grammes. Ce qui nous fait une masse du condensateur de 4,8 plus 3,7. Ça fait 5,5, ça fait 8,5 grammes. Ok. Donc ça, il faudra que je rajoute aussi comme sujet, que je fasse rajouter que le mandrin, il est en polyéthylène. Ok. Alors, question suivante. On nous demande l'énergie emmagasinée dans le condensateur lorsqu'il fonctionne sous une tension de 320 volts continue. Hop, on vient là. Alors, 320 volts continue, bon ça c'est des relations que vous avez plus l'habitude de voir normalement. Donc l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est quoi la relation? C carré sur 2. C'est C fois V carré sur quoi? Sur 2. Sur 2. Et vous le notez comment? Je sais pas comment. On met égal à W. W. Ok. Donc W égale à C V carré sur 2. Donc on a 1 microfarad fois 325 au carré sur 2. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 0,053 joules. Ouais. Ok, donc après,
Là, on a deux questions qui sont très simples, on va dire. Donc, l'énergie massique. Donc, ça va être W sur la masse du condensateur. Donc, 0,053 sur 8,5 fois 10-3. Ça me fait du 6,2 joules par kilogramme. Il y en a d'autres qu'on ça? Ouais, moi j'ai ça. Oui. Ok. Question 1.11. On nous demande l'énergie volumique. Donc c'est W sur le volume du condensateur en entier. Donc mandrin plus épaisseur de diélectrique. Donc ça, si on regarde, en gros, on avait notre diélectrique, notre condensateur, en gros, il a cette forme-là. Et donc, son volume total, il faut bien prendre donc la hauteur ici qui est petit l, et le diamètre qui va être là, ça va être le diamètre grand D du diélectrique qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc du coup, c'est le volume de tout le cylindre. Donc ça fait 0,053. Le diamètre, on avait combien tout à l'heure? 15 mm, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. Donc, pi fois 15 10-3 au carré fois 5 10-2. Le 4 qui est en dessous, normalement, je vais le mettre au-dessus, ce sera plus simple. Et ça nous fait du 4 fois 0,053 divisé par pi. J'ai trouvé 5998. Ouais, donc on va arrondir à peu près à 6000. Oui. Ok. Donc 6000, du coup, on va le mettre en kilojoules. Ce sera plus simple. Et l'unité du volume, c'est Mètre cube. mètre cube. Donc quand on voit quand vous voyez comme ça un petit peu les unités, si vous représentez l'énergie en fait en soi du condensateur, c'est pas beaucoup, c'est quelques millijoules, quelques dizaines de millijoules. Quand on le met en joules par kilogramme, on commence à voir que il y a peut-être un peu d'énergie. En volumique, on a l'impression qu'il y a beaucoup, mais faut se souvenir que c'est un tout petit condensateur et au final, même si on donne en volumique par mètre cube, on a l'impression que ça fait beaucoup. Au final, ça fait très peu d'énergie dans le condensateur. Question suivante. Donc, quelle est la tension maximale que l'on peut appliquer au condensateur sans le détruire? Alors, là, faut revoir un petit peu. Je vais vous réafficher. Non, c'est pas ça. Là, ça, ici. Donc là, il faut revoir que en gros, le champ électrique qui va pouvoir potentiellement détruire notre échantillon, il est appliqué entre les deux électrodes, là, la bleue qui est ici. Est-ce que vous me voyez? Oui, voilà. Entre la bleue qui est ici, donc connectée à la borne, un des potentiels. Donc là, on est en continu, donc on va dire la borne plus. Et l'autre borne, ici ou là, qui est reliée à la borne moins. Donc on va avoir
U plus ici, U moins ici. Et donc, sur cette épaisseur-là. Cette épaisseur-là, c'est l'épaisseur du film diélectrique. C'est combien? C'était 1 micromètre, 10 micromètres, je crois, je sais plus. C'était 10 micromètres. Donc on va calculer le champ électrique maximal qu'on peut avoir ici, sachant que on nous avait donné la rigidité diélectrique de ce matériau. Donc la rigidité diélectrique, j'ai foutu mon stylo là. Donc c'est E max, on va dire. Ça vaut 50 kV par millimètre. Et c'est égal à la tension max. Donc on va Vmax moins Vmin sur E. Et on va dire que Vmin, du coup, comme on est en continu, c'est égal à 0 volts. On va avoir Vmax sur E. Et donc Vmax, il va être égal à ce Emax fois E. Donc ça fait 50 kV par millimètre, ça fait 50 fois 10 puissance 6. Si ça, je le mets en volts par mètre, fois E, c'était 10 micromètres. J'ai pas fait une connerie, moi. Non. Donc, le 10,6 avec le 10-6, ça dégage. Il va nous rester 500 volts. Voilà. Donc la tension maximale que l'on peut appliquer à ce condensateur, ça va être 500 volts. Si on passe cette tension-là, on risque d'avoir ce qu'on appelle une rupture du diélectrique. Donc ça, Monsieur Beaufils, il a dû, ou peut-être Monsieur Casson, je sais pas qui est-ce qui vous l'explique. Ils ont dû vous l'expliquer. Et en gros, on va avoir un arc électrique qui peut se former dans le diélectrique. Et cet arc électrique, eh ben, il va conduire tout le courant. Donc du coup, notre condensateur, ben, il va plus remplir son rôle, quoi. C'est bon pour tout le monde, celle-là, ou pas? Oui. Ouais. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Proposer un schéma équivalent, un schéma électrique équivalent pour le condensateur en prenant en compte les métallisations. Genre, j'ai pas assez galéré tout à l'heure avec mes calculs. Donner les valeurs des éléments du schéma et commenter. Alors, hop, j'efface. On va séparer notre truc en deux. Donc sur notre schéma en parallèle, tout à l'heure, on avait notre condensateur avec sa résistance. Et on avait notre condensateur CS, RS, et voilà. Donc ces deux schémas, on nous demande, si je rajoute une métallisation sur mon diélectrique, donc cette métallisation, bah, elle a forcément une... enfin, si on en prend en compte, pardon, elle a forcément une résistance électrique. Donc si on veut avoir un modèle très complet, il va falloir qu'on rajoute dans les circuits la résistance de ces métallisations. Alors, sur le schéma en série, c'est assez facile, du coup, on va avoir CS, RS, et la résistance de métallisation. Sur le schéma en parallèle, où est-ce que je vais mettre ma métallisation?
que je vais la mettre sur la branche de droite, sur la branche de gauche? Bon, du coup, Branche de moi, gauche, peut-être. ouais, côté condensateur, parce que enfin, fondamentalement, c'est sur la branche du condensateur, vu que c'est vraiment collé au condensateur. Donc, on va avoir notre résistance RM, notre CP. Voilà. Donc on a nos schémas équivalents. Et on nous demande de quoi? On nous demande de le calculer, c'est ça? Cette résistance de métallisation. Hop. Attention, j'efface. Donc c'est la question 1.13. Hop. Donc comment est-ce qu'on pourrait la calculer? Alors, notre résistance de métallisation, comment est-ce qu'il nous la calcule? D'accord. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se représenter, on a tout le diélectrique, au final, qui est recouvert d'une couche de métallisation. Est-ce qu'elle était donnée, la couche? Alors, attendez que je retrouve le schéma. Tac, tac, tac. On nous donnait la résistivité de la métallisation, qui était égale à 2,69 micro-ohms centimètre. Son épaisseur qui valait 20 nanomètres. Qu'est-ce qu'on nous donnait d'autre? C'était tout. Ok. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est que tout notre film diélectrique, hop, si ici je le revois. Oh bah tiens, tac. Mon film diélectrique, c'est ça. Je vais avoir ma métallisation de chaque côté, au-dessus et en dessous. Comme ce que vous avez fait sur le TP cette semaine. Donc, notre résistance, on va avoir toute une surface. Du coup, hop, ça fait comme ça, hop, ici, et là, tout ça. Donc on a en gros notre sandwich. Donc on a la surface du diélectrique, qui était S, qui valait 0, c'était combien? 0,5 mètres carrés, c'était combien? 0,51, je crois. Ouais, 0,51 mètres carrés. Donc notre résistance de métallisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la valeur de la résistivité fois son épaisseur, enfin fois les deux épaisseurs qu'on va avoir. Donc comme le courant il va passer dans ce sens-là, en général on note L sur S pour la résistance, parce que L, on considère que c'est la longueur du conducteur. Ici, la longueur du conducteur dans le sens du courant, c'est l'épaisseur de la métallisation. E, d'ailleurs on va l'appeler EM parce que métallisation. Donc on va avoir une première fois au-dessus et une deuxième fois en dessous. Donc on va avoir 2 fois EM sur toute la surface. Et donc ça va nous donner une résistance de métallisation. Donc 2,69 micro-ohms centimètre. Donc ça, micro c'est 10-6, centimètre c'est 10-2. Donc ça va faire 2,69 fois 10-8 fois 2 fois 20 nano C 10-9 sur 0,51.
Donc on va avoir RM qui vaut 40 fois 2,69 fois 10 puissance moins 17 sur 0,51. Hop, et là combien est-ce que je vais avoir? Ça fait 2,11, 10 puissance moins 15. J'ai pas compris le début, j'ai entendu le 10 moins 15. 2,11. 2,11 10 moins 15 ohms. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Alors cette valeur, qu'est-ce que vous en dites? C'est très faible. Très faible. Est-ce que vous vous souvenez des valeurs des résistances RS et RP? RS, on avait à peu près 0,6 ohms. RP, on avait 15 mégas. Si je compare ce 2 10-15 par rapport aux deux autres valeurs, qu'est-ce que je peux en dire? C'est négligeable. Voilà. Donc les métallisations, dans notre cas, on va pouvoir les négliger, mais très très facilement. Ok? Alors, on me met une remarque. En haute fréquence, donc du coup, on nous dit qu'il faut tenir compte de l'inductance des métallisations, dont la réactance va augmenter proportionnellement avec la fréquence. Étant donné que la réactance, c'est le produit pulsation fois inductance. Et donc, si la fréquence est très importante, la pulsation va être très importante, et donc, même si on a une très faible inductance de la métallisation, la réactance va avoir une grande valeur. Hop, que je me note. Hop. XM égale à oméga fois LM. Et si F augmente beaucoup, oméga aussi. Au-dessus du mégahertz, cette réactance devient nettement supérieure à la réactance du condensateur. Donc la réactance du condensateur XC équivaut 1 sur oméga C. Parce que du coup, si la fréquence augmente énormément, la réactance de la capacité va devenir très faible. Et donc, à haute fréquence, paradoxalement, notre condensateur, il peut avoir un comportement inductif. Et donc, va falloir ajouter, pour tenir compte des phénomènes, va falloir ajouter, évidemment, les résistances de métallisation dans dans les modèles. Pour tenir compte de son inductance, sa résistance et son inductance à cette métallisation, pour pouvoir tenir compte des phénomènes qui vont intervenir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde est mort? Non. Non, on est là. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport au TP que vous avez fait cette semaine? Non plus. Non, ça va. Non, c'est bon? Bon, écoutez. Donc, faut que je vous détaille les calculs de la question. C'était la question combien? C'était la question 1,6. Ça, faut que je détaille. Et sinon, donc du coup, pour la partie 2 de l'exercice, vous l'avez sur Moodle, la vidéo. Ok? Oui, ok, c'est bon. Bon, bon après-midi et bon appétit. Merci, vous aussi. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.